Bonjour à tous. Nos intervenants sont en place. Nous allons pouvoir débuter la conférence du jour. Conférence du vendredi 27 novembre 2020 pour la présentation des lignes directrices de design des infrastructures du tramway. Mon nom est Émilie Bégin, je suis conseillère en communication pour la Ville et j'animerai cette conférence. Prendront la parole aujourd'hui Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif responsable de la planification de l'aménagement et de l'urbanisme, Monsieur Daniel Genet, directeur du bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, Madame Renée Daou, architecte urbaniste et associé principal chez Daou Lestage Lisotte Stecker, et Monsieur Éric Girard, architecte et associé principal chez STGM Architecte. La conférence d'aujourd'hui, vous devriez avoir une allocution, une présentation d'environ une trentaine de minutes, suivie d'une période de questions. La présentation qui vous sera faite aujourd'hui sera disponible sur le site Internet du réseau structurant, ainsi que les dernières images haute définition à jour du projet qu'on vous invite à utiliser. Je vous rappelle de fermer votre micro lorsque vous n'intervenez pas pour éviter les retours de son en cours de présentation. Sans plus tarder, j'invite Mme Savard à vous adresser la parole. Merci beaucoup. Bon matin, Dan. Bonjour à Mme Daou. Bonjour également à M. Girard. Écoutez, en tant que responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour la Ville de Québec, je suis très fière de participer aujourd'hui à cette présentation portant sur notre vision de l'intégration urbaine du tramway. Le tramway représente un vecteur de transformation d'importance pour notre ville. En plus de créer un repère urbain fort, il entraînera la revitalisation de nombreux secteurs, le développement de nouveaux espaces et la consolidation de nos quartiers. Nous disposons d'une occasion inouïe de repenser notre territoire. Le projet d'RSTC s'inscrit d'ailleurs dans plusieurs de nos outils d'orientation en matière de planification de l'aménagement du territoire. Nous souhaitons léguer aux générations futures un projet dont ils seront fiers. Un tramway bien intégré qui améliorera la qualité de vie des citoyens. Nous désirons créer des infrastructures signatures qui renforceront le caractère unique de Québec en Amérique du Nord, tout en étant à l'image de notre histoire collective. À ce sujet, nous pouvons penser au quartier qui verra le jour dans les secteurs Chaudière, sous le principe de TOD, Transit Oriented Development. Le tramway nous permettra d'y implanter un milieu de vie dynamique, axé sur le transport actif et collectif. J'invite d'ailleurs les citoyens qui le souhaitent à participer à la démarche consultative qui est en cours présentement sur le site Web de la Ville. Cette démarche nous aide à définir ensemble les grandes orientations de ce territoire et qui est appelé à se développer rapidement. Parmi les améliorations importantes par l'implantation du réseau structurant, nous pouvons également penser au pôle d'échange de Sainte-Foy qui verra le jour sur des terrains actuellement occupés par des stationnements et un réaménagement du boulevard Laurier tel que prévu dans le PPU du plateau. Ces bonifications doteront Québec d'une entrée de ville digne de son importance régionale. Saint-Roch et le Vieux-Limoilou connaîtront aussi des changements durables, que ce soit par la transformation de la rue de la Couronne en axe dédié au transport en commun et transport actif, ou encore par la vision d'aménagement que nous amorçons pour la première avenue. En fait, il y a même eu le premier atelier de co-création hier soir. Donc, cet exemple démontre la volonté ferme de la Ville de mettre l'intégration urbaine au cœur même du projet. Notre approche nous amène à revoir tout l'espace public, compris d'une façade de bâtiment à l'autre. On pense au tramway, mais aussi aux voies de circulation, aux trottoirs, à la végétation, au mobilier urbain et aux places publiques. L'arrivée du tramway représente également une occasion de rendre notre ville plus sécuritaire pour tous les modes de déplacement. Inscrit dans une perspective de mobilité durable, il permettra la mise en place de meilleures infrastructures pour les cyclistes, les piétons ou encore les personnes à mobilité réduite. Ces bonifications cadrent parfaitement avec la vision de mobilité active que nous élaborons présentement avec la part de nos citoyens. Je dois vous avouer être personnellement très fière du travail réalisé depuis quelques mois par le bureau de projet, notre service de planification de l'aménagement et de l'environnement et de nos consultants. La Ville s'est adjoint des experts dont la renommée n'est plus à faire, des architectes et des urbanistes qui travaillent avec nous à mettre en place un tramway à la fois moderne et unique, ancré dans notre histoire et tourné vers notre avenir. C'est le fruit de tous ces efforts que nous souhaitons vous présenter. Plus en détail aujourd'hui, vous serez à même de constater la rigueur de ce travail visant à nous assurer une intégration réussie qui rehaussera la qualité de vie des résidents de Québec. Les infrastructures d'accueil de notre tramway se distingueront par les architectures de qualité. Elles participeront à la création d'une signature urbaine forte et notre stratégie de design assurera la pérennité de notre réseau dans le temps, mais surtout
Elle nous dotera d'un tramway à la hauteur de nos attentes et de la beauté de notre ville. Merci. Merci, Marie-Josée. Je serai bref ce matin, essentiellement une mise en contexte rapide de l'annonce. Après, je laisserai tout le plancher à nos collègues de chez Traminov qui vont faire le point sur les lignes directrices de design. Un rappel de notre vision d'un réseau attractif. Vous avez vu à plusieurs occasions dernièrement, lors de conférences de presse, on fait le point sur les 4 principes fondamentaux qui ont guidé notre conception. Je note nécessairement tout le volet de sécurité urbaine, voir et être vu. La qualité du service, ça c'est la performance du tramway comme tel. Les notions de qualité de vie urbaine, un tramway qui est bien intégré aux réalités et à la trame urbaine patrimoniale de la Ville de Québec, et finalement le confort. Et de la perspective du bureau de projet, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre ces 4 grands principes fondamentaux. Plus précisément, très tôt dans la réflexion du projet, dès 2018, on a introduit la notion d'une approche de façade à façade. Marie-Josée y a fait référence dans son allocution. Essentiellement, ce qu'on a voulu, c'est venir requalifier l'ensemble de l'emprise municipale d'un trottoir à l'autre trottoir. Donc, c'est vraiment un élément clé qui a défini les besoins fonctionnels du projet. Et nécessairement, c'est ça qui va venir redéfinir le paysage même urbain de la Ville de Québec. De cette notion-là d'un besoin fonctionnel de façade à façade, on est venu par la suite introduire la notion d'une vision, d'un tramway à l'européenne, où essentiellement on vient intégrer le système de tramway, le système de transport dans les infrastructures municipales à l'échelle humaine et en harmonie avec le cadre bâti. Et on vous a montré ici une photo qui est illustrative de ce qu'on souhaite faire à Québec. Donc, on veut vraiment créer un nouvel environnement urbain intéressant. De cette notion-là d'un besoin fonctionnel façade à façade et d'un besoin d'intégration à l'européenne, on est venu par la suite définir une approche. Donc, ce qui sera présenté aujourd'hui, c'est les lignes directrices de design. C'est l'élément conducteur, le fil conducteur de l'ensemble du projet. C'est ce qui va se traduire éventuellement dans l'appel de proposition qu'on souhaite lancer en début 2021. Dans cet appel de proposition, on vient définir des exigences fonctionnelles et techniques et les lignes directrices de design seront un élément clé de ces exigences-là comme telles. Donc, c'est ça qui va venir par la suite encadrer rigoureusement le travail du partenaire privé qui sera sélectionné pour la réalisation du projet. J'aimerais prendre un moment pour faire le point sur nos consultants maîtres qui sont dans le bureau de projet. Au cours des derniers 15 à 18 mois, vous avez souvent entendu parler de Sistra. Sistra, c'est vraiment notre consultant maître technique qui traite principalement du système tramway, donc le tramway et ses différents systèmes modaux et d'exploitation et de mobilité. Mais on a un autre consultant maître très important dans le projet, qui est une co-entreprise Traminov, qui regroupe 5 grandes firmes, donc WSP, qui est une firme de génie conseil, CIMA+, une autre firme de génie conseil, Hatch, une autre firme de génie conseil, et finalement 2 firmes qui sont dans le domaine de l'architecture. Donc, je nomme précisément Daou-Lestage, Lisotte et Stecker, et Saint-Gelais-Montmagny, STGM. Donc, ces 5 compagnies ont travaillé ensemble en co-entreprise, Traminov, et ceux qui ont nécessairement développer tout le volet ingénierie détaillée et architecture du projet. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues de Traminov pour la suite des choses. À toi, Éric et René. Donc, comme disait Dan, on est membre de la co-entreprise Traminov, qui est une co-entreprise d'architectes et d'ingénieurs qui accompagne le bureau de projet dans le développement des documents relatifs à l'appel d'offres pour un partenariat privé, public-privé, suite à l'appel d'offres qui est probablement annoncé prochainement. Notre travail vise donc à intégrer l'aspect esthétique et fonctionnel aux nombreux enjeux techniques reliés à un projet de tramway.
Une partie de notre mandat consistait à développer une signature spécifique qui sera intégrée au document afin que le résultat proposé réponde aux aspirations de la Ville de Québec. Cet exercice s'est fait en collaboration avec le bureau de projet, le RTC et les divers départements et services de la Ville de Québec. Donc, un petit rappel, le projet du tramway, c'est 22 km de tracé, 25 stations de surface. En raison de sa géographie, de la géographie de la Ville de Québec, 3 stations souterraines, 5 pôles d'échange, 8 vélostations, 2 trémies et 5 ouvrages d'art et un centre d'entretien. René, je te passe la parole pour la suite. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les lignes directrices de design qui représentent un effort quand même assez soutenu là, de la part de plusieurs intervenants. D'abord et avant tout, une ligne de transport, c'est une opportunité civique de premier plan. C'est l'occasion de créer des lieux publics de qualité, des lieux civiques d'importance, des lieux synergiques et des lieux d'échange. Que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, les villes sont de plus en plus préoccupées par la notion de qualité du design, excellence du design. Un peu à la manière de Toronto, avec la grande ligne de transport pour Eglinton, où, en fait, le client a insisté sur une expertise spécifique en design excellence. Même le maire de la ville de Toronto a insisté, encore une fois, sur la notion d'élever la qualité du design au niveau des grandes opérations civiques qui sont réalisées sur leur territoire. Alors, c'est un peu la même chose qui est réalisée ici dans le cadre des lignes directrices de design. Pourquoi? Parce que Québec, c'est une ville de patrimoine mondial de l'UNESCO qui a une signature et une personnalité très spécifique, que ce soit au niveau de ses bâtiments avec leurs toitures à baguettes qui sont très caractéristiques du Vieux-Québec, ou de la matérialité, des ensembles construits que l'on retrouve sur le territoire, notamment avec la présence de pierres grises. Que ce soit au niveau des travaux de ferronnerie que l'on retrouve sur tout le territoire et associés à des éléments très caractéristiques, en fait, de Québec, par exemple, les grands escaliers et le travail de fer forgé. Québec a eu son réseau de tramway autrefois et on doit en revoir un pour la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un réseau de transport? Essentiellement, au niveau des projets archétypes, les réseaux de transport présentent une signature identitaire forte pour faciliter leur repérage et donc une signature iconographique, que ce soit au niveau des accès, au niveau des stratégies de protection telles que les marquises, au niveau des stations de surface qui présentent des éléments de répétitivité importants, mais toujours selon un vocabulaire cohérent sur l'ensemble de la ligne. Même les grands ouvrages associés au réseau de transport présentent, encore une fois, le même type de signature identitaire. On comprend bien aujourd'hui que le tramway de Québec doit présenter une signature contemporaine. Alors, tout le travail des lignes directrices de design a été réalisé en collaboration avec la RTC, notamment sur la base du Guide des infrastructures de Québec. Pour réaliser les lignes directrices de design, en fait, on a bien voulu comprendre le territoire sur lequel allait s'implanter le tramway. On traverse essentiellement donc 14 quartiers iconographiques qui présentent chacun une personnalité spécifique. Le projet doit donc s'inspirer de l'esprit du lieu et des spécificités de chacun des quartiers traversés, tout en présentant une personnalité homogène et cohérente sur l'ensemble de la ligne. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est, à titre d'exemple, quand on traverse le quartier du Vieux-Limoilou, on retrouve donc un quartier résidentiel avec un travail de ferronnerie très particulier, notamment avec les gardes de corps, où on retrouve la négative, en fait, des lames de patin qui étaient réalisées. Ce sont des images iconographiques très fortes qui devront être utilisées dans le cadre de la réalisation du projet. La même chose pour le secteur de Saint-Charles-Borromée, où, à titre d'exemple, le secteur est caractérisé par un arpentage de type très carré et auquel on peut référer dans le cadre, encore une fois, du projet. Ces quartiers iconographiques, en fait, sont traversés par le tramway et on a défini 19 typologies d'intervention paysagère, c'est-à-dire une façon de créer une signature paysagère où l'on donne des instructions précises au niveau des plantations, que ce soit des arbres, des haies, des modes de mise en œuvre, du type de plantation à utiliser pour assurer une biodiversité sur l'ensemble du territoire. On réfléchit aussi tous les items de biorétention, notamment dans les espaces de stationnement.
Pourquoi faire? Pour réaliser, encore une fois, une signature identitaire spécifique, non seulement à l'échelle des quartiers, mais pour tout ce qui est signature paysagère. Quand on traverse le quartier Cap-Rouge, les interventions paysagères s'arriment aux grands paysages environnants. On retrouve donc une série de plantations pour assurer le confort de l'usager, un traitement très distinctif comparativement à l'entrée de ville du boulevard Laurier, où, évidemment, on s'inscrit en milieu urbain et où la signature paysagère fait résonance à l'ensemble du milieu qui est traversé. Non seulement on a voulu caractériser dans le cadre des lignes directrices les quartiers qui sont traversés, une identification paysagère, mais tous les éléments, quelle que soit leur échelle. Par exemple, les éléments de mobilier urbain. Comment contrôler et encadrer leur qualité? Par la création d'un lexique ou d'un catalogue de composantes où sont identifiées des prescriptions précises, notamment au niveau des bancs, des paniers à rebut, des supports à vélo, des balustrades et clôtures, pour assurer, encore une fois, la qualité de l'intervention qui sera réalisée. Tous les éléments associés à la signalisation ont ici été définis et encadrés dans le cadre du projet. Idem pour les éléments d'éclairage et idem pour les mâts-lacs. En fait, un mât-lac, c'est un mât, en fait, ou une ligne aérienne de courant qui est associée à ce grand réseau de transport. On retrouve une répétitivité de ces éléments sur tout le territoire et ils sont localisés soit en positionnement central, latéral et dans plusieurs cas, on donne des instructions précises et on a voulu aussi mutualiser, évidemment, ces mâts-lacs avec l'éclairage pour, évidemment, diminuer leur présence visuelle sur le territoire. Donc, ces prescriptions font partie du cahier des lignes directrices de design. D'un point de vue architectural, le réseau de tramway s'inscrit à Québec. Québec a une personnalité spécifique, donc le réseau de tramway doit avoir une personnalité en référence au génie du lieu de Québec. On a donc défini une série d'éléments signatures associés au développement du projet. On commence d'abord avec la notion d'une équerre iconographique. Une équerre iconographique, en fait, qui est un élément de support répétitif dans le cadre de la formalisation des stations. Une équerre raffinée qu'on veut élégante, en fait, et qui vient marquer l'ensemble du projet. Cette équerre est distribuée selon une rythmique bien précise dans tous les éléments architecturaux déclinés dans l'ensemble du projet, donc que ce soit au niveau des stations de surface à 1,5 m de module de référence. On inscrit sur cette équerre iconographique une toiture en verre sur baguette, à l'image des toitures à baguette caractéristiques de la ville de Québec. On intègre aussi des éléments de bois pour assurer, en fait, une forme de continuité, de confort visuel pour les usagers. Les éléments de bois sont associés au plafond, des claustras de bois et aux éléments d'assise des bancs. Enfin, on introduit dans les stations la notion de mur expression, sur lequel mur expression, on pourra venir exprimer la personnalité spécifique des quartiers qui sont traversés. Tout cet exercice est fait donc pour viser la préfabrication et la standardisation du système à l'échelle de la ligne globale. Comment s'assemble le système? Pour les stations de surface, on retrouve 25 stations de surface selon 2 typologies d'implantation. Donc, les premières typologies, ce sont des abris ouverts où on retrouve l'équerre iconographique, sa toiture de verre, une paroi de verre à l'arrière pour assurer la protection et le confort des usagers, et évidemment, un chauffage infrarouge pour aussi définir une station confortable en mode hivernal. Alors, ces abris ouverts se déploient, comme vous le voyez, donc sur le territoire. On retrouve essentiellement des stations de type latéral et quelques-unes de type central, une seule, en fait, de type central, mais qui reprend toujours le même type d'iconographie. Abris ouverts, abris semi-fermés et abris fermés. Vous voyez donc que le système iconographique est adapté à l'échelle des différentes interventions qui sont proposées. On retrouve toujours la toiture, la présence du bois, les éléments protecteurs dans la définition de l'espace. Les abris semi-fermés, dépendamment de leur achalandage, feront soit 10,5 mètres de long ou 18 mètres de longueur. Mais c'est le système qui est répété toujours au niveau de l'abri. On retrouve 19 stations en termes d'abris semi-fermés et l'assemblage, encore une fois, avec tous les éléments de signalisation, la station
elle-même, le MOLAC, qui sont assemblés pour présenter une signature cohérente sur la totalité du tracé du tramway. Alors, donc, vous aviez ici une vue latérale où on voit les stations en arrivant en gare et une vue de front des stations avec leur transparence qui permet d'apprécier la qualité de l'environnement de Québec. Les abris fermés, en fait, seront de longueur de 18 mètres de longueur. On retrouve 3 stations où l'usager est complètement protégé à l'intérieur de la station. Toujours la même signature iconographique avec une portion extérieure et une portion intérieure complètement chauffée et ventilée et une continuité visuelle depuis l'intérieur vers l'extérieur par le biais du plafond de bois. Ces abris seront donc sécuritaires, évidemment, tant de jour que de soir. Les stations souterraines reprennent le vocabulaire ou les éléments signature du tramway de Québec et sont assemblés selon l'échelle de ces bâtiments. Encore une fois, pour les stations souterraines, on a créé un catalogue de composantes parce que les stations souterraines sont composées de bâtiments techniques, de bâtiments de verre, d'enveloppes précises qui viendront référer à la personnalité spécifique des quartiers traversés. Les stations souterraines, en fait, permettent un cheminement de l'usager vers des quais qui sont à une certaine profondeur. Un exemple, la station Cartier, où on retrouve un glissement du boîtier technique et du boîtier de verre. Le bâtiment s'inscrit en pavillon dans une place publique aménagée selon les prescriptions de la signature paysagère. Le boîtier de verre permet de comprendre, en fait, la fluidité et les différentes circulations à l'intérieur du projet. On a associé aussi à ces stations des œuvres d'art importantes dont on va parler un peu plus loin dans le cadre des lignes directrices de design. Donc, au niveau de la rue, entrelacement entre la signature paysagère et la signature architecturale du projet. À l'intérieur des stations, un environnement très lumineux pour assurer une perméabilité importante entre l'intérieur et l'extérieur et une compréhension précise, en fait, de l'ensemble des circulations verticales. La station de la colline parlementaire est plus importante. Elle s'inscrit tel un pavillon dans le plan vert incliné de la colline. Plus importante parce qu'elle coordonne à la fois donc un arrêt pour les autobus et un accès pour le tramway sous le sol. Encore une fois, la famille au niveau de l'équerre iconographique, du plafond de bois, de la transparence, du boîtier très, très lumineux est utilisée. Et on retrouve évidemment dans les surfaces très visibles la présence de grandes œuvres d'art publiques qui accompagnent le parcours de l'usager. Au niveau de la station de Jouville, il s'agit évidemment d'une pièce d'intégration urbaine importante qui reprend toujours les mêmes éléments de vocabulaire. La station ouvre à la fois sur Honoré-Mercier et sur Saint-Jean. On retrouve la marquise, l'équerre iconographique, l'accès à une station très lumineuse et évidemment la présence de l'œuvre d'art qui vient enrichir le parcours de l'usager. Que ce soit à l'échelle de la station souterraine, des stations de surface en abri, fermées, semi-fermées ou ouvertes, une signature cohérente et homogène, donc identifie l'ensemble de ces éléments. Mais on retrouve aussi d'autres pièces architecturales dans le cadre du projet, c'est-à-dire qu'on retrouve les pôles et les terminus. Encore une fois, ces pôles et terminus, au nombre de 5, ont été assemblés selon le catalogue des composantes et compte tenu de leur échelle respective. Les éléments de ceinture des bâtiments réfèrent aux quartiers environnants. Par exemple, au terminus de Charlesbourg, qui est caractérisé par la notion d'un arpentage avec le trait carré. On a donc repositionné sur le site le terminus d'autobus et le terminus du tramway en référence au potentiel évocateur du quartier spécifique. On retrouve des bâtiments, encore une fois, aériens, vitrés, lumineux et la présence de la toiture vitrée avec tôle à baguette, que ce soit au niveau de l'aire d'attente de l'autobus ou du tramway. Le pôle Saint-Roch reprend encore une fois les éléments du mécano urbain, les réassemble en fonction de l'échelle du projet qui a été à réaliser pour le pôle Saint-Roch.
Le pôle de l'Université Laval met en valeur de façon plus importante la signature paysagère du projet parce que le tramway s'inscrit évidemment dans un cadre végétalisé très riche et beaucoup plus important. Les gestes qui ont été posés sont à la fois architecturaux et paysagers et viennent compléter le paysage très riche, en fait, du campus de l'Université Laval. Même les centres d'exploitation et d'entretien ont été retravaillés selon les mêmes prémices et le même vocabulaire. Il s'agit de bâtiments à caractère industriel. Néanmoins, leur qualité architecturale est importante et elle a été contrôlée dans le cadre des lignes directrices de design. On retrouve donc un bâtiment avec une signature paysagère importante pour assurer son intégration urbaine dans le contexte environnant et assurer la qualité de l'environnement créé. Des grandes pièces à caractère industriel jusqu'aux petites pièces de type bâtiment utilitaire et vélo-station, tous ces éléments font l'objet de critères de design dans le cadre des lignes directrices réalisées. Alors, vous avez un exemple ici, évidemment, avec les haltes vélos extérieures, intérieures, qui sont ici jumelées à un bâtiment de type utilitaire en briques ici, compte tenu du quartier traversé. Les trémies et les ouvrages d'art, notamment les ponts, ont aussi fait l'objet d'une attention très particulière parce qu'ils doivent s'inscrire dans la ville en filigrane, dans des environnements particulièrement intéressants et riches de la ville de Québec, notamment ici, au parc Jean-Paul Lallier, où la trémie s'inscrit donc en filigrane sur le côté, un des côtés, en fait, du parc Jean-Paul Lallier. Les ponts de Rouen, en fait, a aussi fait l'objet d'attention, que ce soit au niveau des garde-corps, de l'éclairage, etc., dans le cadre de sa réalisation. Enfin, en termes d'art et culture, puisqu'un tramway, c'est un geste qui s'inscrit à l'échelle d'une ville et qui permet de présenter une signature particulière, on a voulu pulser donc la vie culturelle de Québec en intégrant des œuvres d'art à la fois dans les pôles et terminus, des œuvres d'art de type 3D, de type sculpture, des œuvres d'art, en fait, aussi 2D et de type technologique à l'intérieur des stations souterraines dans des zones de très grande visibilité associées au cheminement des différents usagers. Les murs et portes expression qui sont inscrits sur les stations de surface, eux devront porter une référence au quartier qui est traversé et pourront permettre donc l'expression citoyenne relative à ces éléments. Mais évidemment, ces murs devront s'inspirer de l'esprit du lieu et des caractéristiques des quartiers qui ont été identifiés en début de document au niveau des lignes directrices de design. Les murs expression sont associés aux stations de surface, aux bâtiments techniques, de même qu'aux abris vélos. En terminant, pour assurer la qualité, en fait, de la formalisation des lignes directrices de design, les soumissionnaires devront réaliser des échantillons d'ouvrages, c'est-à-dire la réalisation d'un prototype à l'échelle 1:1 pour assurer la qualité, en fait, de l'ensemble du tramway sur le réseau de la Ville de Québec. À titre d'exemple, toujours à Eglinton, d'une image à un prototype à la réalisation, le prototype a permis de vraiment confirmer des stratégies constructives et assurer la qualité de l'ensemble de l'intervention. Le projet de Québec ne fait pas différence. On a donc demandé la réalisation de prototypes pour des pièces de stations de surface, des pièces de stations souterraines, des éléments de végétation pour en contrôler la qualité lors de leur réalisation dans le cadre du projet définitif. En conclusion, on parle donc d'un projet signature à l'image de la ville. On parle de confort des voyageurs. On parle de lieux civiques synergiques et d'échanges. On parle d'une signature identitaire, de l'urbain à l'objet. Et on parle d'une signature art et culture à l'échelle du réseau. Ce qui complète notre présentation. Merci.
Donc, je remercie nos intervenants pour la présentation de ce matin. Nous allons maintenant passer à la période des questions qui portera sur le sujet de l'annonce d'aujourd'hui. Donc, on va suivre la liste établie de façon aléatoire qui vous a été acheminée par courriel. Nous débutons avec Jonathan Bernard, FM 93. Bonjour à vous. Peut-être que c'est la première fois que c'est mentionné concernant les stations, à propos des stations semi-fermées, 19 stations semi-fermées. Au niveau, vous axez beaucoup sur le confort du tramway, mais ce n'est pas là un problème parce qu'on connaît les conditions météo du côté de Québec, donc opter pour autant de stations semi-fermées. Est-ce que c'est pas là, je vous dirais, quelque chose qui pourrait nuire au confort des usagers? Je peux peut-être débuter en disant... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Vous avez raison qu'on a toujours misé sur le confort, mais il y a l'accessibilité également. Donc, oui, le confort, parce que pour nous, c'était important justement d'offrir une partie de ces stations-là avec justement chauffées. Les sièges également. Quand on parle de confort, on parle, comme je disais aussi, d'accessibilité également. Donc, je pense qu'avec des analyses, on est arrivé à la conclusion qu'il est important d'offrir la possibilité, oui, de cet espace chauffé-là. Puis ça existe déjà. Hein. Je pense juste à la station, présentement, on dit l'abribus, là, présentement à Place Québec, où il y a une partie qui est extérieure, une partie intérieure. Donc, je pense que l'essentiel là-dedans, c'était vraiment d'offrir cette partie chauffée-là avec ce confort-là. Mais je peux vous assurer que toutes les stations ont été réfléchies. Et en tout cas, moi, je suis vraiment fière du résultat. Il y a un énorme travail, un beau travail qui a été fait. Donc, oui, le confort est maintenu et avec la possibilité également d'avoir une partie où les gens, parce qu'on a des hivers à Québec, mais on a également des étés. Donc, je pense que d'avoir les deux possibilités, c'est un avantage. Peut-être juste pour... juste pour compléter la réponse de Mme Savard, j'inviterais nos collègues de Daou-Lestage et de Saint-Jean-Montmagny, peut-être en utilisant une des diapos qui est propre à une station semi-fermée, parce que là, on a passé très rapidement à travers la présentation. Je ne voudrais surtout pas vous laisser avec l'impression que ça ne sera pas confortable. Je pense qu'on a fait le point qu'il y avait des stations fermées, qui sont les stations plus importantes en volume, mais les stations semi-fermées ont plusieurs composantes bien spécifiques. Donc, j'inviterais peut-être René à faire le point spécifiquement sur tous les éléments d'une station semi-fermée dans le détail. Je ne sais pas quel diapo tu veux utiliser. Oui, c'est bon. La page 56, c'est bon. Bonjour, monsieur. En fait, pour les stations semi-fermées, nous autres, on n'est pas du tout inquiets là, au niveau du confort. C'est-à-dire que, et je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a des hivers, on a des étés, effectivement. Donc, il y a possibilité d'attendre sur le quai à l'extérieur ou à l'intérieur de cet abri semi-fermé qui est ceinturé par des parois vitrées, en fait, sur les 4 côtés. Et qui intègre, en fait, au niveau, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, la petite ligne noire au niveau du plafond. Ça, c'est un chauffage radiant. Et le chauffage radiant, là, on a vu dans plusieurs des projets qu'on a travaillé là, que c'est un chauffage qui est très confortable. Et donc, l'environnement, on n'est pas inquiet, sera confortable. Puis aussi, il faut comprendre que le tramway passe quand même assez souvent et rapidement. Alors, pour nous, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, sous question, ça s'adresse davantage à Mme Savard ou M. Genet. Tout à l'heure, il y avait une image où on nous présentait la station du côté de la colline parlementaire. On voit que c'est une station qui servira pour le tramway, mais pour les bus également. Le souhait n'était pas justement d'implanter le tramway pour retirer les bus à cette hauteur-là sur René Lévesque? Donc, il faut comprendre qu'il y a certains endroits qu'effectivement, il y a des parcours parallèles. Donc, entre autres, il y a un besoin de maintenir une fonctionnalité autobus sur le boulevard René Lévesque. Et spécifiquement ici, on parle d'une station qui va à la fois pouvoir accommoder le service tramway, mais aussi le service autobus. Donc, c'est un des endroits où, effectivement, il faut faire un lieu de rencontre entre ces deux modes de transport-là, tout comme essentiellement la station Diouville. Donc, le tramway ne vient pas nécessairement remplacer tous les autobus. Dans certains cas, il y a certaines lignes d'autobus du RTC qui vont continuer à opérer sur les mêmes axes. Mais pour être clair, est-ce qu'il va y avoir encore des voies réservées sur René Lévesque, sur Honoré Mercier, quand le tramway sera implanté, voies réservées pour les bus?
il faudrait faire attention de généraliser, hein? Donc nécessairement sur René Lévesque à l'est de Turnbull, on va avoir le tramway qui va être en insertion à ce moment-là. Dans un scénario d'un tunnel court, on parle de Turnbull. Dans un scénario d'un tunnel long, c'est à partir de Désérable. Donc, lorsque le tramway est en insertion axiale sur René Lévesque, bien, essentiellement, là, on vient éliminer les voies réservées pour autobus, exemple sur René Lévesque. Donc, ça, c'est un exemple bien précis où le tramway vient remplacer les voies réservées pour autobus. Après, je ne voudrais pas faire tous les cas d'espèces sur le 22 km, mais c'est un exemple là, en réponse à votre question. OK, mais je voulais vraiment avoir l'exemple à la hauteur là, du complexe G, par exemple, et sur Honoré-Mercier, l'endroit où le tramway va être en souterrain. Là où il y a un besoin de maintenir des voies réservées, notamment dans ce court tronçon-là où le tramway cohabite avec les autobus, bien, on maintiendra nécessairement les voies réservées à cette hauteur. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Jean-François Néron, Le Soleil. Oui, bonjour. J'aimerais poursuivre avec les stations encore. Je voulais savoir, j'aimerais peut-être même, vous avez défini c'était quoi une station semi-fermée, mais voir c'est quoi une station fermée, où seront-elles situées? Puis je me demandais si l'intégration ou la réalisation des stations fermées, je recommence mes questions. Je voulais savoir si on avait émis l'hypothèse de faire des stations fermées à toutes les stations. À toutes les stations. Donc, il faut comprendre qu'on doit considérer l'emprise municipale qui est disponible. Hein? Donc, nécessairement, on vient insérer le tramway avec ses besoins fonctionnels qui généralement donnent l'ordre de 7,5 mètres de largeur pour les deux voies de tramway. Après, il y a la notion de vouloir maintenir à des endroits un certain nombre de voies de circulation et aussi des trottoirs en bordure de rue. Après, à chaque endroit sur le tracé de 22 km, on vit avec une réalité de l'emprise municipale qui est disponible. Donc, la notion d'avoir des abris fermés qui sont beaucoup plus volumineux, et vous le voyez ici à la diapositive à l'écran, n'était pas possible sur l'ensemble du 22 km. Donc, notamment, on retrouve des abris fermés à la station du Centre hospitalité de l'Université Laval-de-Chule. Dans d'autres endroits, c'était tout simplement pas possible d'avoir des abris fermés, vu la profondeur de l'abri. Donc là, on est allé avec la notion d'abri semi-fermé. Mais je reviens à l'intervention de René un peu plus tôt. Les abris semi-fermés vont donner un niveau de confort essentiellement à la même hauteur qu'une station fermée. La différence est vraiment plus au niveau du volume d'activité à l'intérieur. Donc, on a toujours eu cette notion-là de confort sur l'ensemble du 22 km. Puis, aux très rares endroits où on a des abris ouverts, on vous a mentionné le nombre dans la présentation, bien là, on vient intégrer la notion d'un chauffage radiant pour donner, dans la mesure du possible, un confort équivalent. Et je réitérais à ce point-ci que tous les quais seront chauffants. Donc, on vit à Québec. On sait qu'on a des importantes chutes de neige à chaque hiver. Donc, tous les quais vont être chauffants. On voyait tout à l'heure dans les diapositives que vous avez intégré une station souterraine pour quartier. Est-ce qu'on doit conclure que finalement, c'est le tracé long qui est maintenant retenu, officialisé? Donc, dans ce qu'on appelle nous autres le tracé de référence. Et le tracé de référence, c'est ce avec lequel on s'en va en appel de proposition. Donc, le tracé de référence nous amène avec une trémie qui sort à l'avenue des Érables. Donc, à ce moment-là, la station quartier est en souterrain.
Donc, c'est ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est le scénario, le tracé de référence. Mais nécessairement, on vous a déjà expliqué au courant de la période estivale qu'il y avait cette notion d'un tunnel court. Un tunnel court avec une trémie qui sortirait à la hauteur de l'avenue Turnbull. Donc, dans la suite des choses, dans le cadre de l'appel de proposition, on va considérer ces deux scénarios possibles. Et à ce moment-là, il y aura un choix qui sera fait. Et si le scénario de référence est retenu pour la suite des choses, mais la station quartier sera en souterrain. Et si on va avec un scénario d'un tunnel court, à ce moment-là, la station quartier deviendra une station en surface. Mais je vous dirais que le look en surface, que ce soit une station de surface ou une station souterraine, le look comme tel à l'intersection de quartier René Lévesque sera tout à fait semblable. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Louise Boisvert, Radio-Canada. J'ai peut-être manqué la précision, mais l'abri semi-fermé, là, c'est écrit parois de verre sur 4 côtés. Y a-t-il un côté en avant aussi, puis qui n'est pas juste hermétique? Ou... On peut peut-être laisser René faire le point. Les rendus, il faut vraiment noter, hein, les rendus peut-être ne vous donnent pas la notion, mais c'est vraiment essentiellement fermé. Mais on va faire la différence peut-être entre un habit fermé et semi-fermé, peut-être faire la différence sur l'accès à l'abri comme tel, René. En fait, oui. Donc, on a du verre, comme vous le voyez sur l'illustration, mais le verre est arrêté pour qu'on puisse accéder à l'espace. Alors, il est semi-fermé parce qu'en fait, il n'est pas étanche complètement. Mais il protège évidemment énormément parce qu'on a des parois de verre, là, si vous voulez, devant et derrière, et le système de chauffage radiant. OK. J'avais une question sur la notion de baguette. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça dans la ville de Québec? Sur quoi vous vous basez? En fait, on a fait une lecture iconographique là, au niveau du Vieux-Québec. Il y a quand même beaucoup de bâtiments patrimoniaux. Ce qu'on trouvait intéressant, il y a une espèce de reprise de cet élément-là qui est caractéristique là, de l'histoire de Québec, mais qu'on voulait reprendre de façon contemporaine. Alors évidemment, donc, ce sont des baguettes, mais avec une toiture de verre, là, d'où l'élément un peu plus actuel. Mais on trouve ça intéressant. Les toitures, par exemple, dans le Vieux-Québec, sont très, très travaillées. Là. Il y en a plusieurs là, qui sont faites avec tôle à baguette. Pour nous, c'était un élément de référence qu'on trouvait inspirant et intéressant. En fait, il s'agit d'un réseau de transport à Québec et nulle part ailleurs. Ça fait partie de la richesse, je dirais, identitaire de Québec. J'avoue que ce matin, vous nous avez donné beaucoup de nouveaux vocabulaires. Là. Votre tôle à baguette, là, c'est le toit, c'est les toits du Vieux-Québec comme par exemple, qui sont travaillés... Parce que si on veut les présenter et bien les expliquer pour qu'on soit capable de savoir de quoi on parle. Là. On va vous remettre les images d'inspiration. S'il vous plaît. Et puis on comprend que c'est beaucoup d'informations rapidement. Donc, effectivement, revenons à la bonne diapo pour l'expliquer de façon peut-être plus lentement. Je comprends votre défi. Là. J'ai vécu le même défi. Non, mais c'est pour que ce soit concret pour les gens, surtout. Là. On les voit. Là. Ah, OK. Donc, il y a une espèce de rythmique des toitures qui est très intéressante, qu'on retrouve sur plusieurs des bâtiments historiques du Vieux-Québec. Et on a voulu émuler de façon contemporaine cet élément-là. Et on l'a donc repris avec les toitures vitrées, en fait. Parfait, merci. Puis peut-être juste compléter la réponse de René. Quand l'équipe de Traminov s'est jointe au bureau de projet en août 2019, on a vraiment fait une grande réflexion d'équipe sur comment bien intégrer le tramway à la ville de Québec. Donc, il y a eu des ateliers de travail là, pluridisciplinaires avec le bureau de projet. Avec le RTC, avec le service de planification de l'aménagement et de l'environnement de la ville pour trouver la bonne façon d'intégrer le tramway à la ville de Québec. Et si vous revenez à la présentation de la semaine dernière sur le matériel roulant, le tramway, la notion de modernité dans le patrimoine, bien, c'est un peu la même chose qu'on voulait recréer avec les lignes de directrice de design. Donc, il y a une cohérence entre le matériel roulant
qui est moderne, mais qui s'intègre bien aux infrastructures qu'on vient vous présenter aujourd'hui, qui viennent bien s'intégrer dans la Ville de Québec. On ne voulait pas quelque chose qui soit sort trop de l'ordinaire, qui avait l'air beau la première année, mais à la troisième, quatrième année, on se tannerait. Donc, c'est toujours une question d'équilibre dans ces choix-là. Et je donne tout le crédit à nos collègues de Dallou, de Stage, d'Isotte Stecker et de Saint-Gelais-Montbéni qui ont fait un gros exercice de réflexion pour nous amener où on est là aujourd'hui. Si je peux me permettre également, l'idée également, on en discutait tout à l'heure avant la conférence de presse, d'être facilement identifiable, d'avoir vraiment une signature. Quand on parle de signature, c'est la qualité de l'architecture, mais c'est également de reconnaître facilement une infrastructure qui est rattachée au tramway. Donc, ça, on trouvait ça important. On le fait avec le réseau le RTC présentement au niveau des abribus, mais on trouvait que c'était important de faire le même exercice là, pour tout ce qui est au tracé du tramway, au parcours. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, François Catapa, Métromédia, excusez-moi. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que l'exigence ou non du MTQ d'arrimer le RTC avec un éventuel troisième lien pourrait amener des modifications aux stations souterraines du centre-ville, là, surtout de la colline? En fait, Moi, je vais le prendre. OK, vas-y. Donc, juste revenir à une notion, là, effectivement, c'est deux projets qui sont différents. Hein. Le projet du réseau structurant de transport en commun vise à livrer un réseau de transport en commun. Le projet du troisième lien du tunnel Québec-Lévis vise à livrer une infrastructure qui va permettre du transport en commun et des déplacements auto entre la rive sud et la rive nord. Donc, c'est deux projets avec des objectifs différents. C'est deux projets qui doivent s'arrimer correctement. Et il faut noter que nécessairement, l'arrimage va essentiellement se faire au niveau des infrastructures d'accueil. C'est ça qui me paraît important de mentionner. Donc, quand on parle des infrastructures d'accueil, c'est les stations comme telles. La réalité du tunnel Québec-Lévis, c'est que son tunnel va arriver beaucoup plus en profondeur que le tunnel du tramway, qui est plus un tunnel en surface, essentiellement à 25 mètres de profondeur. Donc, il y a déjà eu une coordination qui s'est faite très tôt dans le processus, à partir de février. On a eu une première rencontre avec le bureau de projet du tunnel Québec-Lévis pour déterminer où seraient les points d'arrimage entre les deux projets. Puis à ce moment-là, il y avait la notion d'un point d'arrimage qui aurait pu être la station Diouville sur Honoré-Mercier ou la station Colline Parlementaire sur René-Lévesque. C'était une ou l'autre, essentiellement. Puis potentiellement aussi un arrimage à la station Jean-Paul Lallier et potentiellement un arrimage au pôle d'échange Saint-Roch. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, puis il faut comprendre que nous, notre projet est essentiellement prêt à aller en appel de proposition. Donc, on est très avancé. Le projet du tunnel Québec-Lévis n'est pas rendu au même niveau de développement. Donc, on comprend que l'arrimage va être essentiellement en souterrain. Donc, si vous prenez un exemple, que la décision est prise éventuellement, et je ne dis pas que la décision a été prise, je veux dire, s'il y a une décision qui est prise, par exemple, de faire un arrimage en souterrain à la station Colline Parlementaire, comme exemple, bien là, vous auriez le tunnel en profondeur qui va permettre éventuellement de remonter en surface. Et ce qui va être commun, c'est essentiellement l'édicule de sortie qui a été présenté dans la présentation. Donc, l'édicule de sortie de la station souterraine parlementaire serait commun aux deux projets. Nous, on irait à une première profondeur avec le tunnel du tramway, puis après, il y aurait une autre profondeur pour aller chercher le tunnel Québec-Lévis. Mais on est beaucoup trop tôt dans le processus pour définir exactement si ça va être la colline parlementaire, Diouville, Jean-Paul Lallier ou pôle d'échange Saint-Roch. Nous, essentiellement, on est dans l'attente d'éléments additionnels d'information de la part du MTQ.
D'accord, merci. Question complémentaire. Je vais un peu loin dans le temps, mais est-ce que l'immensité du centre d'entretien du côté Chaudière là, et le développement TOD qu'on veut faire, est-ce que cette infrastructure-là pourrait, dans le futur, accueillir des logements ou des bureaux au-dessus pour gagner de l'espace, si on veut? Donc le centre d'exploitation et d'entretien, forcément, c'est une infrastructure industrielle. Hein? C'est un grand garage. C'est l'équivalent essentiellement de 6 terrains de football. Si vous regardez juste l'autre bord de la rue au IKEA, je veux dire, c'est essentiellement, je pense, 2,5 fois la grosseur d'IKEA pour vous donner un ordre de grandeur. C'est une infrastructure industrielle. Il n'y a aucune intention de venir densifier au-dessus du garage comme tel. Par contre, la vision Chaudière, dont la ville s'est dotée, cherche à densifier l'ensemble du secteur. Puis je laisserais peut-être Marie-Josée faire le point sur la vision Chaudière. Bien, tout à fait. En fait, au niveau du CEE, c'est certain que ça serait très difficile d'offrir des espaces résidentiels au-dessus d'un bâtiment industriel, là, comme tu l'as bien expliqué, Dan. Mais par contre, on a, je vais utiliser un bon carré de sable là, au pourtour pour construire et aménager, planifier, développer ce secteur-là. On l'a précisé on l'a dit à plusieurs reprises. Pour nous, c'est une belle opportunité parce que on se rappelle, je le dis, mais c'est ça, c'est un ancien dépotoir quand même d'avoir aujourd'hui cette possibilité-là de développer, de créer un milieu de vie axé sur le transport en commun, parce qu'on se fait dire souvent, la ville, on vit dans un milieu bâti, donc c'est rare pour nous d'avoir cette occasion-là de planifier le transport et en fonction d'un développement. Donc, on le répète, c'est une super belle opportunité. Puis, on a eu notre activité de co-création. En fait, on a présenté l'avant-projet aux citoyens il y a de ça maintenant une semaine et demie. Encore une très belle ouverture. Les gens y croient vraiment. Et je pense que c'est comme proposition de vision, c'est très respectueux aussi du milieu. On a les milieux humides seront mis en valeur. On est tout à fait conscient également que les citoyens du secteur se sont appropriés certains espaces, puis on souhaite le préserver également. Donc, on continue à dire que pour nous, puis moi, je peux vous dire, je représente les citoyens de ce secteur-là et les gens sont très, très contents de l'arrivée du tramway et également du développement, du potentiel développement de ce secteur-là également. Merci. Merci beaucoup. Tayeb Moala, Journal de Québec. Oui, bonjour. Je me demandais si on peut revenir la question de mon collègue du 93, là, Jonathan Bernard, sur les bus, là, puis la colline parlementaire. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aller dans le graphique. Je crois que c'est la page 56. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on cherche la page. Oui, ça s'en vient. On attend la question. Parfait, oui. Donc, je me demandais juste, pour être spécifique, là, si on parle de bus, on parle plus de 800 et de 801, ça serait plutôt des bus express comme c'est le cas actuellement sur la colline parlementaire, ou je comprends mal? Donc, Monsieur Benoît Carrier est en ligne. Je vais lui laisser expliquer le détail, parce qu'effectivement, il faut comprendre qu'on n'élimine pas tous les autobus avec la mise en place du tramway. Donc, je vais laisser Benoît expliquer plus précisément. Puis je comprends que votre question porte vraiment sur le tronçon de René Lévesque entre Diouville essentiellement et puis Turnbull. C'est bien oui, là. Mais aussi, si la question porte sur 800-801, je veux juste avoir la certitude, comme le tramway est dans l'axe de la 800-801, c'est qu'on ne parle plus de 800-801 là, du tout, puisque c'est le tramway qui les remplacerait, si ma compréhension est bonne, du moins. Donc, je vais laisser Benoît faire le point. À toi, Benoît. Oui, bonjour, bon matin tout le monde. Effectivement, pour répondre à la question sur la question des connexions avec le tramway et les autobus à la colline parlementaire, et comme René l'a mentionné également, sur la station Honoré-Mercier-Diouville, il faut comprendre qu'on va venir intercepter les services de bus qui proviennent du nord-nord-ouest au pôle Saint-Roch, donc notamment la question du métrobus 801. Et ce qui va arriver essentiellement du Dufresne-Montmorency, donc tous les express qui sont sur le développement du réseau du RTC, qui vont venir acheminer les clients sur la colline parlementaire. On a une belle opportunité ici de venir connecter les services qui proviennent de l'autoroute Dufresne-Montmorency, dans laquelle il y a déjà des mesures préférentielles existantes. Donc, on n'est pas sur une mesure unilatérale qu'on fait juste du tramway. On a un réseau à déployer.
est le lieu de connexion pour aller chercher ces clients-là. Essentiellement de l'Est, c'est vraiment l'opportunité de connecter les services express qui proviennent de l'Est de l'agglomération, essentiellement de Beauport, vers la convergence du Dufresne-Montmorency, qui va continuer de monter avec ses services express sur Honoré-Mercier jusqu'au secteur du Grand Théâtre pour connecter avec le tramway. Donc, un client, par exemple, qui vient de l'Est, qui se rend à l'Université Laval, pourrait très bien prendre un express directement vers la colline. Si c'est son lieu de destination, il le fait sans correspondance. Et s'il doit continuer vers Sainte-Foy, connecte à la station de tramway le matin, par exemple, de quai à quai. Donc, côté ouest de Honoré-Mercier, rentrer dans la station de tramway du Hauville, continuer son chemin vers le secteur de Sainte-Foy l'après-midi pour avoir une meilleure connexion possible. Le client qui provient en tramway de Sainte-Foy descend à la station Colline Parlementaire, à la station bus, et ensuite prend l'express au même lieu. Donc, on a vraiment réfléchi dans les deux directions à obtenir la meilleure connexion possible avec le réseau de bus. Le tramway tout seul ne vivra pas s'il n'est pas bien interconnecté au réseau de transport en commun. Donc, pour ce qui est du secteur Honoré-Mercier et au secteur René-Lévesque jusqu'au secteur Grand Théâtre Turnbull environ, les services qui proviennent de l'Est de l'agglomération vont continuer d'utiliser Dufresne-Montmorency pour s'y connecter. Donc, on a encore besoin, pour les services d'autobus, de mesures préférentielles pour s'assurer de leur performance. Et c'est un peu ce que Dan expliquait un petit peu plus tôt là, dans le cadre de sa réponse. Peut-être juste, excusez, peut-être juste pour compléter, dans un monde parfait, on intercepterait tout avec des pôles d'échange, mais on ne vit pas dans un monde parfait. Donc là, à ce moment-là, on fait des ajustements. Il n'y a aucun réseau structurant de transport en commun dans le monde où il n'y a pas des tronçons, où il y a une cohabitation entre des réseaux lourds et des réseaux autobus. Et ici, vraiment, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une très courte portion là, où, effectivement, sur René-Lévesque, là, entre la station de colline parlementaire et essentiellement la station du Ville, il va y avoir une cohabitation de deux modes. C'est normal dans des réseaux d'avoir ce genre de réalité-là. Mais il y a plus de 800-801. C'est bien ça, M. Carré? Non, effectivement. C'est vraiment, puis on insiste là-dessus, là, c'est un réseau de transport. On vient remplacer la colonne vertébrale et c'est pas un remplacement des 800-801. C'est vraiment, comme on l'a mentionné dans notre conférence de presse là, de la mi-novembre, le bon mode au bon endroit. Les services qui demeurent, c'est vraiment ceux qui sont les plus opportuns à conserver et à réorganiser. Et essentiellement, on vient parler de services express qui proviennent de Dufresne-Montmorency. Tous les services qui viennent de la base-ville Saint-Roch sont vraiment interceptés avec une connectivité au pôle de Saint-Roch. Et ce qui demeure sur la colline parlementaire, c'est des services express qui permettent un lien direct vers de l'est de l'agglomération au centre-ville colline, mais aussi une super connexion avec le tramway pour se rendre dans Sainte-Foy. Parfait. Ma deuxième question, si je peux me permettre, là, aujourd'hui, vous nous donnez un peu, vous avez donné la semaine dernière le design du tramway. Là, c'est le design un peu des équipements. Est-ce qu'on ne donne pas comme trop de contraintes aux partenaires privés qui va arriver? Est-ce qu'on lui laisse quand même une certaine marge de manœuvre? Parce que là, ça me semble assez décidé, là, pas mal. C'est une excellente question. Merci, c'est gentil. De rien. C'est vendredi. Prenez-le pendant que ça passe. Oui. Donc, nécessairement, si vous regardez l'évolution des projets en mode alternatif de réalisation à l'échelle canadienne, il y a eu cette école de pensée où il fallait donner énormément de marge de manœuvre aux soumissionnaires pour nous donner la meilleure solution possible avec le plus d'innovation. Ça, c'était l'école de pensée d'il y a quelques années, qui était vraiment à un extrême. Et je pense qu'avec le temps, les différentes autorités publiques se sont aperçues que peut-être qu'on avait été un peu trop à gauche là, de l'échelle. Et il fallait ramener les choses un peu. Donc là, ce qu'on vient dire, nous autres, dans notre projet, c'est qu'on a, nous, la Ville de Québec, une vision très claire de ce que nous voulons voir.
Et on tient de nature prescriptive à imposer cette vision de design urbain aux soumissionnaires. Donc oui, le matériel roulant qu'on vous a montré la semaine passée, on vous a dit que c'était du pré-design. Il va y avoir encore une évolution subséquente, mais on cherchait à être quand même assez clair sur nos attentes. Et c'est la même chose ici. Donc, les infrastructures d'accueil qu'on vous a présentées aujourd'hui, c'est ce qu'on veut voir livré par le partenaire privé qui sera sélectionné. À d'autres endroits dans le projet, il va y avoir des exigences plus de nature performance. Donc, la performance même du tramway, là, on est dans des exigences un peu plus larges. Donc, c'est le choix qu'on a fait de la Ville de Québec. Pourquoi? Parce qu'on voulait un produit. Je vais vous donner mon expérience personnelle d'avoir travaillé sur le pont Samuel de Champlain dans la grande région de Montréal. Et le volet architectural était prescriptif. L'architecte avait une vision du pont qu'il voulait voir avec une portion haubanée au-dessus de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est ça qu'on devait construire. L'innovation est venue vraiment sur comment construire cette infrastructure. Donc, l'école de pensée a beaucoup évolué au cours des dernières années et la décision très claire de la Ville de Québec, c'était d'aller avec des exigences prescriptives pour le volet architectural. Est-ce que je peux une toute petite dernière technique? Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Dans les 3 nouvelles photos qu'on voit aujourd'hui sur le site du réseau structurant, il y en a une, l'esquisse, là, c'est la station 47e rue. Est-ce que, sachant que vous avez dit plus tôt cette semaine que vous êtes flexible pour le tracé au nord-est, est-ce qu'il y a réellement une chance qu'un jour on ait une station 47e rue où il y a beaucoup plus de chances que ça finisse à la 41e? C'est une excellente question aussi, avouez. Je vais vous laisser juger pour vous-même. Donc, en ce vendredi, le 27 novembre, le bureau de projet travaille sur un projet de 22 km qui se rend à la 76e rue. Et comme M. le maire a très bien indiqué là, depuis 2 semaines, il y a des discussions qui continuent entre la Ville et le gouvernement du Québec. Et le jour où il y aura une décision qui aura été prise, on viendra ajouter. Donc, pour le but de la présentation, on a utilisé la station localisée à la 47e rue, mais on aurait pu reprendre la même station à un autre endroit et ça aurait été la même chose. Donc, il ne faudrait pas tirer de conclusion parce qu'il y a une diapo sur la 47e rue dans la présentation. On travaille sur un projet de 22 km jusqu'à la 76e rue. Et est-ce que d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir... J'avais dit dernière, là. J'ai déjà été généreuse. On se reprendra au deuxième tour. C'est la 4e. Oui, merci. Donc, Dany Côté, TVA. Ça va pour moi. Désolée, là, mon micro ne fonctionnait pas tout à l'heure. Alors, en fait, ça a répondu avec la question de Taïeb. Bon, mais c'est parfait. Puis je vous confirme qu'on vous entend maintenant. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la deuxième ronde de questions. Et je vous rappelle que nous prenons les questions uniquement sur l'annonce du jour ce matin. Donc, Jonathan Bernard, FM 93. Oui, il y a une grande place qui est faite alors dans ce que vous nous avez présenté. Il a été question d'intégration de l'art. Mais quel est le budget? Est-ce que la Ville, pour ce projet-là, est astreinte également à la fameuse règle du 1 %? Est-ce que c'est comme ça que vous allez financer les œuvres d'art qui seront à l'intérieur des stations et des pôles d'échange? Oui, effectivement, absolument. La fameuse politique est très claire de 1 %. Donc, 1 %, pas du coût total du projet, mais 1 % du coût des infrastructures, des actifs, nous amène à un montant. Et là, ce qu'on a fait, basé sur ce montant-là, on est venu faire une analyse pour bien positionner les ouvrages d'art, pas les ouvrages d'art, mais les pièces d'art sur l'ensemble du tracé. Donc, on part du 1 %, ça nous donne un volume d'argent à investir. Il y a un travail qui a été fait par le bureau de projet. Avec l'équipe de Traminov et on a sélectionné à travers le tracé les endroits. Et on vous a montré, je pense, durant la présentation, les endroits clés qui ont été choisis pour retenir ça. Puis je pense que nécessairement, comme René mentionnait dans la présentation, il y a une notion d'œuvre d'art 2 dimensions, œuvre d'art 3 dimensions, œuvre d'art technologique. On va trouver l'équilibre entre les 3. Je ne sais pas si, René, tu voudrais compléter sur cette question-là?
Peut-être, en fait, c'est vraiment ce sont des opportunités uniques, ces réseaux de transport-là. Puis on s'est aperçu que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Les œuvres d'art sont souvent associées aux stations où il y a la plus grande, où il y a une affluence quand même assez importante. Mais on aime beaucoup le principe parce qu'il y a une espèce de logique de démocratisation de l'art public. Et c'est ça, les utilisateurs apprécient vraiment beaucoup. Alors, les œuvres d'art sont vraiment toujours positionnées le plus possible là, dans des grands lieux de visibilité, notamment, par exemple, pour les stations souterraines. Alors, quand on plonge pour descendre de la station, il y a souvent des parois, des murs qui se dégagent là, et qui font en sorte qu'on peut vraiment mettre en valeur ces pièces d'art public. En fait, en complément, quel est, pour reprendre vos termes, M. Genet, le volume d'argent qui sera investi pour ces œuvres d'art-là? Est-ce qu'on est en mesure de l'avoir à ce stade-ci? On pourra vous le communiquer séparément parce que je n'ai pas le chiffre en tête exactement, là, mais c'est essentiellement là, 1%, je dirais d'à peu près 2,5 milliards. Faites le calcul sur votre calculatrice. Là. Ça vous donne à peu près le volume d'argent. Mais on pourra vous le communiquer séparément. Parfait, merci. Merci beaucoup. Jean-François Néron, Le Soleil. Ça va pour moi, je vous remercie. Merci. Maintenant, Louise Boisvert, Radio-Canada. Je voulais juste avoir une petite précision par rapport à ce que Taïeb disait tout à l'heure en vous demandant si de présenter le design cette semaine, si ça n'avait pas été une contrainte pour les consortiums, mais en même temps, est-ce que ça peut faire gonfler la facture? Si vous avez des demandes aussi précises, est-ce que ce n'est pas une invitation à ce que ça coûte plus cher? Faut comprendre que nous, on vit à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire de 3,3 milliards. Donc, nécessairement, dans cet exercice-là, on a développé les concepts, les lignes directrices en design urbain. Et de notre perspective, en étant plus prescriptif sur les infrastructures d'accueil qu'on vous a présentées aujourd'hui, on a un meilleur contrôle sur les coûts. Hein? Donc, c'est cette logique-là, ça devient essentiellement une mesure de contrôle des coûts. Donc, l'équipe à René et Éric, là, on fait le travail. On avait une vision. Ils l'ont couché sur papier. Ils ont fait un estimé des coûts. Et puis, nous, on le transporte dans le 3,3 milliards. Donc, ce n'est pas une pression supplémentaire qui s'exerce sur le projet comme tel. Et je pense que nous, notre souhait, encore une fois, pour revenir à la question d'exigence prescriptive ou de performance, la Ville sait exactement ce qu'elle veut comme produit final. C'est ça qu'on impose aux soumissionnaires, mais on a déjà une très bonne compréhension du coût de cette vision-là. OK, merci. Puis, je voulais juste savoir, dans l'organisation, donc ça fait 2 vendredis que vous nous convoquez pour une conférence de presse. Y a-t-il une stratégie de déploiement ou de communication du projet qui est organisée? Honnêtement, présentement, on prend les plages horaires qui sont disponibles. Honnêtement, c'est vraiment ça. On est en pleine, vous savez, on est en pleine plénière budgétaire, donc... c'est arrivé comme ça, coup sur coup, mais non, c'est vraiment, on essaie d'aller avec les disponibilités. Puis ce travail-là, comme Dan l'a expliqué, c'est un travail qui s'est fait de longue haleine, puis on était fiers de le présenter parce que, encore une fois, ça marque. En plus, ça montre la cohérence, justement, avec la conférence de presse qu'on a eue vendredi passé, de dire qu'on voit ça comme un tout, puis on trouve important de vous faire part de... On est fiers de vous montrer ce résultat-là. Donc, non, c'est pas une stratégie. C'est juste que, à un moment donné, il y avait des réunions au mois ou à peu près, là, donc c'est pas ça que vous êtes en train de réinstaurer. C'est les mensuels à Dan maintenant, ou plutôt les vendredis à Dan. Oui, c'est ça. Bon, on s'en plaint pas, les vendredis, là. Je voudrais juste clarifier que c'est pas un de mes objectifs de vie de vous rencontrer à tous les vendredis. Ah, OK, d'accord. Mais nécessairement, je pense que Marie-Josée l'a très bien expliqué. Le projet avance. Il y a de la précision qui s'apporte dans bien des domaines. Et à mesure qu'on précise des choses, on vient vous les présenter. Hein. Donc, c'est un addon, ce n'est pas un calendrier de rencontres que vous prévoyez. Là. Non, pas du tout. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. François Catapan, Métro Média.
Oui, rebonjour. Une dernière question toute technique. Considérant que les tramways habituellement sont motorisés dans les deux directions, pourquoi le centre d'exploitation et d'entretien est-il en forme de U? Effectivement, c'est une question qui est très technique. Il faut comprendre qu'il y a le principe là, nécessairement d'avoir une zone de transfert, parce que premièrement, il faut comprendre que le centre d'exploitation et d'entretien sera opéré par le partenaire privé. Donc, le partenaire privé va avoir la responsabilité essentiellement de préparer les rames le matin pour que les conducteurs du RTC puissent embarquer dans le tramway et puis exploiter le réseau. Après, il y a toute une mécanique qui s'installe en forme de U. Je vais laisser Benoît faire le point là, sur les différentes étapes là, entre un tramway qui revient dans le grand garage et toute la séquence pour après qu'il reparte essentiellement le lendemain matin. Donc, Benoît, à toi. Oui, parfait, merci. Donc, il y a plusieurs considérations là, dans l'opération d'un centre d'entretien de tramway. Vous l'avez mentionné, une rame de tramway peut circuler dans les deux sens, effectivement. Il y a toujours la notion du besoin. Hein? On est sur un site où un besoin de remisage d'une capacité jusqu'à 40 rames. Donc, déjà, il y a un dimensionnement de ce besoin-là qui est important. Vient avec cela d'autres fonctions, des fonctions d'entretien mineur, des fonctions d'entretien majeur, et aussi toute la section là, qui est la station-service. Donc, là, on va venir nettoyer à chaque sortie, entrée, les rames de tramway, faire différents entretiens là, vraiment spécifiques. Et sur l'image qu'on voit, en fonction d'une contrainte ou de l'espace disponible et aussi de la forme des sites disponibles là, pour pouvoir faire un projet de cette nature-là. Les rames de tramway, lorsqu'ils rentrent par le bas de l'écran dans la voie, vont traverser dans un premier temps la zone de lavage et la zone de transfert. La zone de transfert, c'est quoi? On est dans un contexte où le système de tramway va être entretenu par le partenaire privé et exploité par le réseau de transport de la capitale. Donc, pour bien faire les choses, et ça, c'est un travail qu'on a fait conjoint avec nos experts et l'exploitant qui est le RTC, créer une zone de transfert. Une fois cette zone de transfert-là, il y a deux cheminements possibles à la rentrée d'une rame, soit aller en remisage directement, qui est la partie à droite, ou soit en entretien, qui est la partie à gauche. Donc, effectivement, les mouvements sur le site se font dans les deux directions par le moyen de communication. Là. Donc, tout un plan de voie ferrée. Et pourquoi que la forme est spécifique? C'est aussi pour une question de protection hivernale. Là. On est tout à fait conscient du contexte climatique ici. Donc, on est venu protéger certains éléments. Donc, des mouvements vont s'en faire dans tous les sens. Par contre, il y a des cheminements spécifiques qui doivent être faits. Donc, c'est pas très linéaire. Là. Sinon, on aurait, prenez ce site-là de 45 000 m² de terrain, 33 000 m² de bâtiment, le rendre linéaire, vous comprendrez qu'on serait beaucoup plus longiligne et on prendrait énormément d'espace. Donc, tout est une question là, de plusieurs paramètres qui viennent compliquer un peu la chose pour nous, mais qu'on a trouvé une solution qui est tout à fait robuste là, par rapport aux différentes solutions techniques qu'on doit répondre. Donc, pour le CE, c'est juste pour bonifier, on a une section de remisage, une section de nettoyage, transfert avec l'exploitant, et toute la section qui est en haut à gauche de votre écran, c'est toute la zone d'entretien, entreposage des différents matériaux, et ainsi de suite. Et on l'a fait de façon très logique, vous comprendrez. On a adossé tout le volet entretien du côté boisé, malgré que tout soit fermé au niveau du bâtiment pour justement respecter le cadre bâti qui est environnant et le futur développement. Donc, voilà pour les éléments. Merci, c'est très clair. Aviez-vous une sous-question? Non, c'est terminé pour moi, merci. Merci beaucoup. Taïeb Moala, Journal de Québec. Oui, il m'en reste. J'en étais sûre. Oui, hein. Je ne veux pas vous obstiner sur le budget de l'art de l'art public, là, M. Genet, mais ce que la Ville disait en février, c'était, parce qu'il y a eu une confusion à l'époque, la Ville disait 2 à 3 millions et non pas 25 à 30, là, parce que le 1% de 2,5 milliards, ça donnerait 25-30. Or, le calcul ne se fait pas de cette façon aux dernières nouvelles, sauf si vous me dites que ça a changé. Là.
C'est la base de départ du calcul. Hein. C'est pas le calcul ne se fait pas à partir de l'enveloppe complète du projet. C'est vraiment à partir de l'élément infrastructure. Hein. Encore une fois, je vous disais, je n'ai pas les chiffres en main avec moi, là, mais si je me rappelle bien, on pourra vous le confirmer là, séparément là, par courriel, hein, pour ne pas créer de mécompréhension. Mais c'est 1% d'un volume d'argent qui est vraiment les infrastructures comme telles. Donc, on vous reviendra avec le chiffre précisément. Donc, la politique, elle est claire. C'est la politique du 1%. Le travail s'est fait avec la Ville. On a la même façon de travailler. Le bureau de projet, c'est la Ville de Québec. OK. L'autre question, c'est que, bon, on a parlé tout à l'heure du parcours puis tout ça, mais est-ce que vous, l'idée, pour pouvoir aller en appel de proposition, c'est vraiment important pour vous de vous entendre, mettons, d'ici la période des fêtes avec le gouvernement, ou c'est quoi l'échéancier pour vous? Mais nous, nécessairement, on est prêt à lancer l'appel de proposition. Hein? Donc, on continue en l'absence d'une décision. Hein? Donc, ce que la Ville de Québec souhaite, c'est deux choses. Hein? Premièrement, c'est que le projet de loi 67 soit sanctionné par l'Assemblée nationale, qui vient permettre la mécanique d'approvisionnement. Donc, ça, c'est le projet de loi 67. Qui est un des projets prioritaires à l'Assemblée nationale présentement. Le deuxième élément, c'est d'obtenir l'autorisation du Conseil des ministres pour lancer l'appel de proposition. Donc, ça, c'est les deux gestes gouvernementaux qui sont requis. Et ce que la Ville souhaite, c'est que ces deux gestes gouvernementaux-là se produisent d'ici la période du congé des fêtes. Une fois ces deux gestes-là mis en place, à ce moment-là, on pourra lancer l'appel de proposition. Lancer l'appel de proposition, à ce moment-là, initie une mécanique qui va circuler sur 12 à 14 mois. Donc, on lance l'appel de proposition. On permet aux soumissionnaires de considérer la documentation. Il y a des ateliers bilatéraux qui se font avec chacun des soumissionnaires. Ils déposent leurs propositions techniques, ils déposent leurs propositions financières, on fait une évaluation et on choisit ce qu'on appelle le soumissionnaire privilégié. Donc, entre le moment qu'on lance l'appel de proposition et qu'on choisit le soumissionnaire privilégié, généralement, ça prend 12 mois. Et puis après, généralement, il y a 2 mois de ce qu'on appelle la signature du contrat. Donc, lorsqu'on pourra lancer l'appel de proposition, bien là, on va mettre le compteur et après, il va y avoir une chronologie des événements très claire qui va s'installer. Donc, le souhait de la Ville, c'est vraiment d'obtenir l'autorisation du Conseil des ministres pour lancer l'appel de proposition d'ici la période du congé des fêtes. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais ces deux gestes que vous voulez du gouvernement, ça suppose que vous vous êtes entendu sur le tracé aussi pendant cette période, parce que vous ne pouvez pas aller en appel de proposition si vous n'avez pas un tracé définitif. C'est bien ce que je comprends. La décision du Conseil des ministres, nécessairement, est basée sur une entente là, sur le tracé. Et ce que M. le maire a très bien communiqué au cours des 2 dernières semaines, c'est qu'il y a des discussions entre lui et le ministre Bonnardel sur le tracé. Donc, dans la suite des choses, lorsqu'il y aura une décision finale qui sera prise, un alignement d'intérêt, à ce moment-là, une décision sera rendue par le Conseil des ministres qui permettra de débloquer la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Et finalement, Danny Côté, TVA. Donc, je suppose qu'il n'y aura pas de questions non plus pour le deuxième tour. Donc, je remercie nos intervenants pour la présentation d'aujourd'hui et je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette conférence de presse. Je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, on se voit vendredi prochain.